Mesdames et messieurs, signori et signori, bienvenue dans le podcast Brillare, votre rendez-vous de tous les dimanches à 18 h sur la chaîne HD24 TV. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une personne qui a fait de la musique une histoire inspirante. Il est auteur, il est conférencier et en plus de ça, il est aussi booster et il conseille pour avoir de la richesse. Donc, je vais nommer l'entrepreneur préféré de ton entrepreneur préféré, Monsieur Tony Jazz. Enchanté et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors ici, on a pour habitude de mettre à l'aise nos invités et de demander les nouvelles. Alors, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, ça va. Comme tu as pu le voir avant qu'on commence cette interview, j'ai 1 milliard d'appels qui arrivent sur mon téléphone et que je dois gérer. Donc ça va, comme une journée comme une autre. Une journée comme une autre. Ouais. Et le froid? Oh mon Dieu, tu sais, j'habite à Bordeaux. Donc là, on est à Paris. Il y a 10 degrés de différence. Il fait 14 à Bordeaux, 3 à Paris. Donc j'ai envie de dire que j'ai hâte de retourner dans le sud. J'imagine bien, j'imagine bien. Alors, c'est vrai que j'ai fait une petite description, mais j'aimerais bien que tu te présentes dans le détail. Dans le détail. Dans le détail. Ok, alors je m'appelle Tony. Les gens qui me côtoient effectivement aiment bien dire que je suis l'entrepreneur préféré de ton entrepreneur préféré. Moi, je viens d'une ville qui est juste à côté. Je viens du 93, d'un département qui est juste à côté. J'ai fait des études de droit que j'ai très vite avorté, j'ai très vite arrêté parce que c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la musique à l'origine. Donc, ça a été mon métier d'origine. Et après, je suis passé au marketing. Les gens généralement me connaissent parce que j'ai composé la musique de campagne du président Obama, les 2 musiques de campagne du président Obama. Et parce que j'ai été conseiller d'un ancien Premier ministre français aussi. Et derrière, j'ai beaucoup investi, j'ai beaucoup créé d'entreprises, ce que je fais encore une fois aujourd'hui. Et voilà. Et aujourd'hui, je donne des conseils pour tous les entrepreneurs, tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui veulent améliorer leur vie d'une manière générale. Alors, on va sûrement revenir sur ce que tu fais parce que c'est hyper intéressant. Mais j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton enfance, tes origines. On sait que tu es originaire de Guadeloupe. Oui. Donc, est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ça? Oui, moi je viens d'une toute petite île que personne ne connaît, qui s'appelle la Désirade. Il y a genre 2000 habitants. La seule personne, on va dire, un peu connue de là-bas que certains connaissent, un footballeur qui s'appelle Thierry Henry. Bah, tu es la deuxième personne connue. Voilà, donc il y en a 2 peut-être. Exactement. Et après, j'ai toute ma famille, frères et sœurs, qui sont là-bas sur place. C'est une île incroyable. J'ai même tendance à dire, tu sais, ce que je dis très souvent même, c'est que quand tu vas sur Internet et que tu tapes le mot paradis et que tu regardes les plages que tu vois, ce sont les plages de là-bas. Mais pour de vrai, hein, ce sont vraiment les vraies plages que tu vois quand tu tapes le mot paradis. Donc, ouais, j'invite tout le monde à y aller. Et au niveau de ton enfance, comment tu définis ton enfance? Je te dirais que j'étais un enfant très calme, très cool, toujours souriant comme aujourd'hui, mais en fait, c'est une seconde nature. Très curieux de tout ce qui pouvait se passer. Et après, moi, le truc, c'est que quand j'étais petit, je voulais être espion, je voulais être policier, je voulais être aventurier, je voulais être musicien. J'ai voulu faire 1 milliard de trucs. Ben, au moins, musicien, tu as honoré ça quand même. Ça, c'est bon. C'est bon. Ça, bon. Bon, le reste, policier. Bon, je ne l'ai pas fait. Ok. D'où t'es venue justement cette passion pour la musique? À quel moment? Ouais. En fait, quand j'étais petit, tu sais, mes parents m'ont inscrit au solfège. Donc en gros, j'allais à l'école et après j'allais au solfège. Et ça coûtait extrêmement cher, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais ils voulaient vraiment que je puisse faire ça. Et si tu veux, comme moi je n'aimais pas l'école, aller au solfège, donc là où on apprend à faire de la musique, c'était la continuité de l'école. Ce qui fait que j'ai détesté la musique étant petit, parce que je me suis dit, c'est un truc où on me tape sur les doigts quand je fais pas bien, où on m'engueule toute la journée, où... Tu vois, moi, c'était un truc sympa parce que j'allais voir mes copains, mais c'est tout ce qui m'intéressait. Et en fait, donc, du coup, ils ont arrêté, ils m'ont fait faire de la musique pendant longtemps, ils ont arrêté quand ils ont vu que c'était vraiment peine perdue pour moi. Et ce n'est que bien plus tard, aux alentours de 18 ans, un peu avant ou après de passer le bac, que j'ai pris une guitare, que j'ai pris un piano et que très tard, je me suis remis à faire de la musique. Et là, pour le coup, j'ai tellement aimé ça que je me dis, bah, je vais faire des études de droit, mais je vais vite arrêter pour aller faire une carrière de musicien. Une carrière de musicien. Donc, du coup, tu quittes la France, hein, et tu vas dans un pays où les musiciens sont plus reconnus. Exactement. Pourquoi déjà? Pourquoi Montréal déjà?
Parce que tu sais, quand tu es en France, on a cette image de quand tu fais de la musique, tu es ce qu'on appelle un saltimbanque ou un bouffon. Tu sais, à l'époque des rois et tout ça, ceux qui amusaient ce qu'on appelle la galerie, eh ben, c'était les bouffons. Et donc, quand tu fais de la musique, on dit « Ah, c'est super sympa, tu fais de la musique, mais tu fais quoi dans la vie, en fait? C'est quoi ton métier ?» Et moi, j'avais un peu marre qu'on me dise « Attends, mais en fait, mon métier, c'est faire de la musique. » Ouais, mais tu ne gagnes pas encore vraiment ta vie avec. Non, bah, parce que je commence, et parce que je le crée, et parce que tu vois, et que c'est pas comme quand tu vas prendre un métier dans une usine où tout de suite, tu es ouvrier. Non, là, c'est très différent, ça se construit. Et en fait, c'était un poids si intense de devoir justifier ce que je faisais. C'était déjà dur d'être musicien. Et si en plus de ça, je devais justifier ce que je faisais, je me dis, bon, c'est quoi, je vais aller dans un pays où en fait, quand on est un artiste, on est vraiment reconnu et on est même admiré pour ça. Et c'est pour ça que j'ai déménagé, je suis allé à Toronto, puis après à Montréal, et ça s'est vraiment bien passé. Mais justement, de la France à Montréal, qu'est-ce que tu as remarqué tout de suite qui t'a impacté? Est-ce qu'il y a eu un choc Ouais, bah en fait, tout de suite, quand tu rencontres des musiciens ou des gens qui font ça, ils disent « Ok, tu répètes combien de fois par semaine ?» On veut savoir à quel point tu es sérieux. On ne veut pas savoir est-ce que tu gagnes ta vie ou tu gagnes pas ta vie. On veut savoir à quel point c'est sérieux. Est-ce que c'est une passion ou est-ce que tu veux en faire ton métier, tu vois? Et donc du coup, ça c'est hyper intéressant parce que tu es hyper engagé quand tu fais ta musique. Et après on dit « Ah ok, bah moi j'ai un concert là, des fois je cherche un gars, un musicien, tu peux venir avec moi ?» Ouais, bien sûr. Tu composes, Et en fait, il y a une vraie émulation. Il y a une vraie envie de se professionnaliser quand tu es musicien là-bas. Et en fait, moi, ça m'a marqué et touché. Je me suis dit, ah, c'est enfin le lieu où je suis à l'aise et reconnu comme ce que j'ai envie d'être reconnu. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, ok, c'est ici que je veux faire ma vie, c'est ici que je veux vraiment créer parce que les gens ont vraiment cette affinité ok, tu es un musicien, c'est un vrai métier. Tout dépend à quel point tu le fais, quoi. À quel point tu es sérieux. Exactement, à quel point tu es sérieux, c'est ça. Donc, c'est clairement un changement de mentalité. En fait, là-bas, on te booste plus plutôt que de te juger. Exactement, absolument, oui. Tony, on sait que tu as fait une rencontre dont on parle tout le temps. J'ai une vidéo d'abord. Tony, on va travailler pour quelqu'un qui veut devenir président des États-Unis et on cherche quelqu'un pour nous faire de la musique. Est-ce que tu pourrais nous faire ça? Alors moi, je leur ai dit évidemment que oui, je peux vous aider, pourquoi pas. Mais c'est qui cette personne? Et c'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois de Barack Hussein Obama. Barack Obama. Il faut savoir qu'à cette époque-là, personne ne le connaît sur Terre. Aujourd'hui, vous le connaissez parce qu'il est devenu 2 fois président, mais à ce moment-là, c'est un inconnu. Alors je le regarde à la télé pour la toute première fois et je tombe en admiration pour cet homme. Et c'est comme ça que je décide de créer cette musique. Alors Tony, quand tu regardes cette vidéo, un jeune qui arrive à Montréal, à peu près on lui demande de travailler avec le futur président américain. Qu'est-ce que ça te fait, toi Alors, maintenant connaissant la fin de l'histoire, je me dis, bah, franchement, j'ai bien fait. Heureusement que j'ai fait ça, parce que le mec est quand même devenu président. Mais vraiment, à cette époque, je suis vraiment dans cet état d'esprit où c'est comme si demain, je te donnais le nom de quelqu'un que tu ne connaissais pas. Je te dis, le mec, il veut devenir président. Et toi, tu es bonne dans la presse. Est-ce que tu peux gérer sa presse? Je dis, oui, mais le mec, on ne le connaît pas. Pourquoi? Et donc, en fait, si tu veux, à cette époque-là, moi, quand on me dit de faire ça, je suis là, je ne le connais pas, c'est un inconnu, personne ne le connaît, il veut devenir président, il est noir. Qui, noir, est déjà devenu président des États-Unis? De quoi vous parlez? Il y a quelques centaines d'années, c'était l'esclavage dans ce pays-là. De quoi on parle? Et puis, in fine, le fait de voir cet homme à la télé, le fait de le voir parler et de le voir comme il était, toujours un inconnu, je me suis dit, ok, j'aime bien sa manière d'être et ok, je vais faire quelque chose pour lui. Heureusement que j'ai accepté, encore une fois, connaissant la fin de l'histoire. Parce que tu vois, jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent parce qu'il a marqué l'histoire et tous ceux qui ont été dans son sillage, ben forcément, aujourd'hui, ça montre qu'on a vu en lui quelque chose que peu de personnes avaient vu. Peu de personnes avaient vu. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça parce qu'on a un peu l'impression qu'en Europe, cette reconnaissance vient après, dans le sens où il faut faire quelque chose d'impactant pour qu'on puisse te reconnaître. Pourquoi la France, en fait cette fuite de cerveau ailleurs et quand il revient, ils sont reconnus à leur juste valeur. Très juste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, on parie, enfin aux États-Unis, pas aux États-Unis, dans la culture anglo-saxonne, on parie sur un potentiel. Dans la culture latine, donc européenne, très occidentale, on parie sur une crédibilité. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une traversée du désert
quelque chose où tu as essayé de faire des choses pendant longtemps, travaillé pendant longtemps, et que tu aies fait tes preuves pour dire « Ok, maintenant on te fait confiance ». Alors qu'aux États-Unis, si on sent que tu es bon là-dedans, on peut te faire confiance d'entrée parce que on sent un potentiel dans ce que tu fais. Et donc en fait, c'est juste une différence de culture. En France, ou dans une société latine, on ne peut pas te faire confiance sur un potentiel. On peut te faire confiance que sur une crédibilité. C'est juste une différence de culture, en vérité. Une différence de culture, une différence de mentalité aussi. Exactement. Mais pour le coup, ce qui se passe, c'est que l'être humain, tu sais, nous, en tant qu'être humain, on a envie de vite être reconnu. Et on est souvent fidèle à ceux qui nous reconnaissent vite. C'est-à-dire que si toi, tu me fais confiance aujourd'hui quand je suis personne, demain, on sera ensemble. Et les États-Unis, eux, ont remarqué que les gens étaient comme ça. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs un programme qui s'appelle les jeunes leaders. C'est-à-dire que quand ils voient des jeunes leaders dans le monde entier, eh ben, ils essayent de les mettre avec eux, de discuter avec eux. Et bien forcément, ces jeunes-là se disent vous m'avez fait confiance quand j'étais tout petit, je reste avec vous. Et c'est en ça que du coup, ça crée une fuite des cerveaux. Parce que derrière, tu dis si lui m'a fait confiance, pourquoi je viendrais te voir, toi qui m'as craché dessus quand j'étais un petit saltimbanque. Et donc c'est pour ça que les gens partent derrière, c'est normal. C'est la nature humaine après qui fait le reste. Tony, moi j'ai l'impression qu'en fait, tu es vraiment premier dans tout. En fait, moi c'est mon impression. Okay. Dans le sens où tu as cette belle opportunité avec le président Obama. Tu reviens en France, les Français commencent à te donner du crédit, tu es un peu côtoyé de partout. Tu commences à faire des TEDx avec des étoiles montantes. Est-ce que tu as envie justement de nous raconter, parce que là on est en 2024, et c'est vrai que l'entrepreneuriat est beaucoup développé. Il y a quelques années en arrière, c'était assez méconnu ou difficile. Ouais. Donc, quelles sont justement les différences entre il y a peut-être 10 ans, 20 ans et maintenant? Alors, si on reste sur l'axe entrepreneuriat, le truc c'est que il s'est passé quelque chose que tout le monde sur Terre a connu, c'est le Covid. Et le Covid a montré aux gens que, en fait, rester chez soi et être tranquille avec sa famille et ses amis, c'était bien. Et que, en fait, le travail, comme on l'a connu avant le Covid, tous les jours, sortir de chez soi, dans le froid, dans le chaud, dans la chaleur, dans la transpiration, ou être congelé, gelé, et se faire mal parler par un patron, en fait, c'était pas si intéressant. Et on pouvait très bien avoir l'opportunité de soit faire du télétravail, soit de rester chez soi et de créer sa propre entreprise. C'est pour ça qu'il y a eu un développement de l'entrepreneuriat fulgurant entre 2020 et 2021-2022, donc sortie de Covid, parce que les gens se sont dit, mais en fait, c'est mieux de travailler à son compte et de faire ce que l'on a envie de faire. Donc c'est pour ça que ça s'est développé. Il y a une statistique qui est sortie d'ailleurs très récemment qui dit que là, il n'y avait jamais eu autant de fermetures d'entreprises. Et on a l'impression que c'est certes à cause de la conjoncture, mais c'est aussi ceux qui ont créé leur entreprise en 2020-2021, qui n'avaient pas l'expérience, qui ont fermé aussi leur boîte. Mais moi, je trouve que ce développement de l'entrepreneuriat, et même, tu vois, je prends l'exemple de ce que tu fais là, c'est être entrepreneur. Tu gères tes interviews, tu gères tes équipes, tu gères tout ça. Et en fait, quand on a le goût ce goût du travail et ce goût d'avoir envie de tout faire, ça crée des podcasts comme le tien, par exemple. Tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis, mais est-ce que toi, tu as commencé en tant que musicien? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que tu envisageais de faire ou c'est arrivé par concours de circonstances? Oui, c'est très simple. Je ne trouvais pas de travail. Personne ne voulait m'embaucher. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est la réponse. Elle est aussi parce que tout le monde, généralement, on me dit « Ah, mais c'est super, être l'entrepreneur préféré, ton entrepreneur préféré. » J'adore cette phrase, c'est super. Ouais, mais la vérité derrière tout ça, c'est que quand je suis revenu en France et que j'avais cette expérience américaine, avant d'être convoité comme je l'ai pu être après, finalement, c'est pas arrivé du premier coup, tout simplement parce que quand je suis revenu en France en tant que musicien, j'ai essayé de trouver un travail dans la musique pour créer de la musique avec des entreprises, des choses comme ça, et personne ne répondait à aucun de mes CV. Et je me rappelle d'une fois où j'étais sous ma douche comme ça, et je me disais, mais en fait, vu que personne ne veut m'embaucher, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne aux États-Unis ou au Canada? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je me vois travailler sous les ordres de quelqu'un, à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, à me lever quand j'ai pas envie de me lever, à avoir la boule au ventre lorsque je vais au travail, à devoir demander la permission de prendre des vacances? Je me suis dit non, ça c'est clairement pas quelque chose qui est fait pour moi, donc il me restait un choix, créer ma propre entreprise, et c'est ce que j'ai fait. Et justement,
sur la terre-mère, on va dire en Guadeloupe. Comment t'es perçu maintenant? Alors, très bien. Deuxième personne. Exactement. L'avantage, c'est que ce qui est super, c'est que du fait forcément, mes réseaux sociaux m'aident. Là, on doit être à un demi-million d'abonnés, tout réseau confondu. Donc, forcément, j'ai un rayonnement qui est très fort. Dès que j'arrive là-bas, les gens, forcément, me reconnaissent, me connaissent, parce que on fait souvent des télés, on fait souvent des radios. On est dans des collaborations avec des super marques. Donc forcément, il y a toute une hype, on va dire, autour de mon nom et autour de ma personne. Donc moi, je suis plus que ravi parce que du coup, je me dis, c'est super. Je suis un exemple pour un petit garçon comme moi, je l'ai été, qui me voit et qui se dit, ah, mais tiens, un jour, j'aimerais bien être comme ce gars-là. Donc moi, pour moi, c'est une fierté infinie. Mais c'est des sacrifices et du travail comme tu n'en as jamais connu, quoi. Et quelles sont les autres entreprises que tu développes? Alors, il y en a beaucoup. Là, j'ai des bars. J'ai des sociétés de location pour que du tourisme. J'ai d'autres sociétés de location, on va dire, un peu plus classiques. J'ai des choses dans des locations de voitures, dans des achats de chevaux, dans des achats de biens immobiliers. On a beaucoup de choses. On a énormément de choses dans l'immobilier. On a d'autres sociétés dans le sport. C'est les trucs de pad, les trucs de salle de sport, ce genre de choses. Donc, on est dans la formation, on est très diversifié. J'ai créé un groupe où on fait beaucoup de choses. Tu fais le mannequinat aussi? Non, mais je pourrais. Faut que vous m'affichez la photo de Tony. Je sais pourquoi je pose la question. Quelle photo? Faut m'afficher les photos de Tony. Ah. On va créer une agence de mannequins ou... Non, en fait, tu sais quoi, en vrai, j'ai l'opportunité d'avoir beaucoup de photographes autour de moi qui sont des gens extrêmement talentueux et des amis, des copains. Et l'avantage, là, c'est David Le Z, l'un de mes meilleurs amis et excellent photographe, qui arrive à faire de moi ça. Mais en vrai, c'est des heures de travail pour qu'il arrive à ressortir quelque chose comme ça. Il y a du potentiel. Hein. Parfait. Là, je vais penser à cette idée de devenir mannequin alors. D'accord, merci beaucoup Tony. Alors, je te propose de faire une pause et on va passer à une rubrique que mes invités n'aiment pas mais que j'aime trop faire. C'est le scanner. Alors, Tony, l'entrepreneur préféré de ton entrepreneur préféré. Quel entrepreneur t'inspire le plus? Je te dirais que les entrepreneurs Alors, je n'ai pas un nom, mais j'ai un type d'entrepreneur. C'est les artisans. D'accord. C'est-à-dire, ce sont des gens qui font des choses avec leurs mains, qui ne font pas des choses à la chaîne, qui sortent un modèle de quelque chose, qui créent quelque chose de vraiment très unique. Eux, pour moi, ce sont des véritables modèles. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mon travail. Lorsque je sors un produit ou lorsque je crée un produit pour mes clients, de sortir la chose la plus unique possible. Pas comme ce que tout le monde fait et on va créer aussi notre produit à la chaîne. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Qu'est-ce que Tony aime manger? Aujourd'hui, je viens de manger dans un petit resto libanais qui est juste à côté. D'accord, mais qu'est-ce que tu aimes manger? Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, je te dirais que c'est le colombo de ma mère. Un plat entier. Ah, bien, bien, bien. D'accord. Musique préférée? Musique préférée, je te dirais que ces jours-ci, ce serait Dolce Camara de Booba. Eh bien donc, ok. Ok, je m'y attendais pas. Ok, on va dire ça. Ton pire défaut? Je peux être d'une violence extrême quand j'ai des ennemis. Et on me l'a souvent reproché. Je suis très rancunier. Très rancunier. Très rancunier. Elle a le gros cœur, comme on dit chez moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Ta plus grosse bêtise? C'est d'avoir dit un jour à ma mère, qui va certainement regarder ça, que c'était ma soeur qui avait cassé son vernis alors que c'était moi. J'étais tout petit, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, pour te dire. Ok, super. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens tu te sens fier de tout ce que tu as accompli? Alors, en vérité, je te dirais que non. Pas fier, mais je sais pourquoi. C'est parce que dans ma tête, je suis à 5% de ce que j'ai envie de créer et envie de faire. Donc, je suis encore très loin de ce qui me reste et de ce que j'ai en tête que j'ai envie de faire.
Et une autre chose qui, je pense, s'il y a des entrepreneurs ou des gens, même des artistes ou peu importe, des gens qui nous écoutent là, qui est très important, une chose que je ne fais pas, et c'est un gros défaut, c'est que je ne me célèbre pas assez. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je ne fais pas une pause, je marque le coup en me disant « Ah, regarde ce que tu viens de faire » et profite, célèbre avec des amis ou célèbre avec toi-même, prends une pause pour admirer ce que tu as fait et ensuite repartir. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas, c'est un gros défaut, c'est très mauvais. Il faut se célébrer, c'est très important. Et c'est pour ça que du coup, j'ai même pas le temps d'être fier de moi parce que dès que j'ai fini un truc, je fais cool et je passe à autre chose. Exactement. Tu fais pas des pauses. D'accord, ben merci beaucoup Tony. Ben, tu as vu que c'était pas si dur que ça, ça va. Ça va. Ça va. Ok, alors moi, en deuxième partie, j'ai envie de plus me concentrer sur ta partie marketing. Alors, déjà, tu avais expliqué que c'est arrivé par concours de circonstances parce que tu n'avais pas forcément l'opportunité et tu te créais toi-même l'opportunité. Mais est-ce que tu peux justement nous expliquer plus dans le détail ce que tu fais? Sur tout ce qui est marketing? Marketing. Ouais. En fait, le truc, c'est que quand tu crées des entreprises, peu importe l'entreprise que tu crées ou le modèle que tu crées, ça peut être de la location saisonnière pour vendre que à des touristes, ou ça peut être avoir un bar, où tu vends, moi dans mon cas, on a des bars à bière. La base de tout ça pour que ça puisse se vendre, c'est avoir un bon marketing, c'est-à-dire créer un engouement autour de ta marque et de ce que tu crées pour que les gens aient envie de l'acheter derrière. Et souvent, c'est ce que moi j'explique aux équipes avec qui je travaille, c'est que je leur dis, on ne doit pas venir dans notre bar à bière pour acheter de la bière. On doit acheter quelque chose et un sentiment derrière. On ne doit pas venir dans nos locations parce que la peinture, elle est belle. On doit acheter un sentiment derrière. Et donc, au lieu de dire on achète de la bière dans le bar, non, on va acheter une ambiance, on va acheter une amitié avec des gens qui y a sur place, on va acheter tout un sentiment en réalité. Et au lieu de se dire bon, on va aller dans ce Airbnb juste parce qu'il est beau, non, on va y aller parce qu'en fait, il y a un lifestyle à l'intérieur qu'on aime, une déco qui fait qu'on se sent privilégié, tu vois. Et donc, aujourd'hui, dans tout ce que je crée, du fait que ce soit autant marketing, c'est parce que les gens n'achètent pas des produits en réalité, ils achètent un sentiment ou ils achètent une émotion. Et donc moi, j'essaye énormément de transmettre ça dans les entreprises que l'on a, de façon à ce que les gens puissent se sentir privilégiés systématiquement, quoi. Et aujourd'hui, tu es à peu près à combien d'entreprises accompagnées? Que j'ai accompagné? Je ne pourrais même pas les compter. Ouais. Il y en a... Franchement, là comme ça, je te dirais plus de 20 000 ou plus de 25 000, au moins. Énormément. Chaque année, c'est beaucoup d'entreprises qui passent entre les mains. Donc, ouais, c'est énorme. Ah ouais. Et justement, comment tu gères le temps? Tu gères entre les différentes activités, sachant aussi que tu es une personne, un peu humaine, et que tu dois aussi souffler. Exactement. Comment tu fais? Eh ben, c'est ce que mon père me disait. Il ne comprend pas la pression et tout ce que je fais, parce que mon père m'accompagne dans tout ce que je fais. Là, j'étais à Bordeaux, où j'ai des chantiers pour un ancien hôtel qu'on a acheté. C'est lui qui m'aide sur place. Il a fait la route avec moi. On est venu ici parce qu'on a des petits problèmes dans des locations, on a des petits travaux à faire, donc il est venu m'aider. Même lui, il me dit, il ne comprend pas il est impressionné par le rythme que l'on a, et donc évidemment que j'ai et que j'impose. Donc je t'assure que le seul truc que je fais, c'est je rentre. Quand je rentre, je me commande à manger, c'est déjà arrivé quand j'arrive, je mange, je dors. Et le lendemain, je repars. Tu repars le lendemain. Je sais pas, j'ai rien d'autre, quoi. Tony, merci. On arrive presque à la fin de l'émission. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que c'est quelque chose que je dis très souvent. Tu sais, dans ce travail que je fais qui est très prenant, les gens pourraient dire non, mais il faudrait que tu arrêtes de travailler parce que tu vas te tuer à la tâche. Le travail que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est une passion. Donc en fait, c'est comme si c'était un kiff tous les jours de faire ça pour moi. Donc je ne vois pas ce n'est pas du travail. Et ce que je dis souvent, c'est que derrière, grâce à la richesse que ça crée, grâce à l'argent que ça développe, moi, l'avantage, c'est que j'en fais profiter tous les gens qui sont autour de moi. J'en profite bien évidemment moi. Et c'est pas que j'en distribue, mais je vais créer des souvenirs avec les gens qui sont autour de moi parce qu'on va se payer des choses, on va s'en rappeler toute notre vie.
Et donc souvent, ce que je dis, c'est que cet argent-là, on ne l'emportera pas, et comme on n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard, l'idée c'est que tant qu'on est vivant, là, comme on est là, autant en profiter un maximum. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Très facile, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube, tous les réseaux sociaux, vous tapez Tony, T-O-N-Y, Jazz, comme la musique, Tony Jazz, et vous allez me trouver et je réponds à tous les messages. Super. En tout cas, merci beaucoup, Tony. Merci à toi pour l'invitation. Et moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour la présentation d'un nouvel profil inspirant. Je suis la journaliste, votre présentatrice. À très bientôt. Ciao!